invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, nous accompagne. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management. On peut le présenter comme l'événement du jour, le coup de fil entre Joe Biden et Xi Jinping. On nous raconte 90 minutes de discussion, traduction comprise, on imagine. Pour éviter peut-être de reprendre trop vite l'escalade de tensions entre la Chine et les États-Unis, qui avait été la chronique du mandat de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle entre les deux pays, sachant qu'on est encore dans une forme de sortie de crise pandémique pas tout à fait claire à tout point de vue, avec en plus, je le disais en introduction, Pékin qui a des affaires domestiques à traiter en ce moment. Wilfried. Déjà, effectivement, moi, ce qui me frappe, c'est déjà ces 90 minutes. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup parlé en 72 de la fameuse partie de ping-pong entre Nixon et Mao. Maintenant, on parlera peut-être de la partie de football, du match de football entre Xi Jinping et Joe Biden. Mais au-delà de cette fameuse anecdote de 90 minutes, qui est quand même une conversation, même avec les traductions quand même réelles et longues, hein. Il ne s'agit pas juste de déminer un problème précis. Il ne s'était pas parlé depuis 7 mois, depuis février, qui avait dû être le coup de fil d'introduction de Joe Biden qui venait d'arriver à la Maison-Blanche. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux parties ont besoin de montrer que à la fois ils sont dans une véritable confrontation, mais une confrontation constructive. Joe Biden d'un côté parce que il vient d'avoir son moment Carter, hein, avec la fin de l'occupation, enfin la fin de l'opération en Afghanistan et des images quand même assez compliquées à lui pour gérer d'un point de vue de son opinion publique, et qui a été justifié par le souci justement de retrouver la capacité pour faire ce fameux pivot asiatique et arriver à avoir une confrontation constructive avec la Chine. Donc dans confrontation constructive, il y a constructive, hein, donc arrêter d'avoir cette espèce de confrontation permanente qu'avait Donald Trump et de rouler les muscles en permanence, mais d'essayer de dire, voilà, maintenant on se parle et on essaye de faire avancer les dossiers. Et puis de l'autre côté, on a un Xi Jinping qui effectivement est engagé dans une reprise en main assez forte, hein, de l'économie, mais qui a besoin que l'économie continue à être alimentée, que les exportations continuent à fonctionner, de ne pas avoir une guerre commerciale supplémentaire, parce que aujourd'hui, il y a toujours ces droits de douane, hein, qui existent entre la Chine et les États-Unis, donc de ne pas aggraver encore les choses, de pas... En fait, Xi Jinping, lui, veut se gagner du temps, d'une part, et Joe Biden veut regagner une partie de sa crédibilité intérieure en montrant qu'il est à la fois fort mais constructif, hein, cette espèce d'alliance qu'il avait vendue au pays, c'est-à-dire j'ai mes convictions et en même temps de la compassion, ce que l'affaire afghane l'a un peu remise en cause. Et donc ça lui permet d'ouvrir un nouveau chapitre. Les deux ont besoin d'ouvrir d'une certaine façon un nouveau chapitre. C'est positif aussi pour les marchés parce que ce qu'on n'a pas envie, c'est d'avoir une nouvelle escalade. Et on a quand même plusieurs papiers qui montrent que on a cette espèce de tension permanente autour de Taïwan. C'était important de montrer à ce moment-là que, alors qu'il va y avoir des manœuvres justement dans le détroit de Taïwan par l'armée chinoise, hein, ils viennent de l'annoncer, que c'est pas pour ça que les deux ne se parlent pas, que les canaux de communication restent ouverts, et donc l'espèce de guerre par inadvertance ou par enchaînement de circonstances que personne ne voudrait, mais qui à un moment donné se déclenche, schéma 1914, hein, en fait, où à un moment donné personne n'y a intérêt, mais ça se déclenche. Ça s'enchaîne. En fait, on a toujours cette volonté de dialogue, de construction, même si c'est aussi de la confrontation, mais c'est largement aujourd'hui de la diplomatie. Je trouve ça plutôt rassurant, même si effectivement il va falloir attendre maintenant des gestes un petit peu plus concrets que juste 90 minutes de discussion. Mais ça veut dire que sur le court terme, ça permet d'écarter peut-être des scénarios un peu pessimistes, noirs, sur une reprise de l'escalade de tension, oui, tout à fait, semblait à un moment ne plus s'arrêter. Voilà, ça va permettre à Joe Biden de se reconcentrer sur son plan d'infrastructure, et ça va permettre à Xi Jinping de se concentrer sur l'aspect certes partagé, mais aussi prospérité de son pays. On sait il y a des difficultés en Chine, il y a de l'inflation, il y a un système financier qui commence parfois à battre un petit peu de l'aile. Donc il va se concentrer, chacun va pouvoir se concentrer sur ses paramètres intérieurs avant de reprendre inéluctablement la partie confrontationnelle. Mais ça donne un peu du temps de chaque côté. Et de ce point de vue-là, pour les marchés, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ouais, deux stratégies domestiques, mais
qu'il faut comprendre quand même dans cette logique Absolument. d'affrontement des deux Tout à fait. superpuissances. Tout à Ce qui fait. se passe en On Chine est- aujourd'hui, il faut le comprendre avec le regard de la rivalité Chine-États-Unis. On est toujours dans le piège de Thucydide. Toujours. Sébastien. Cette réunion a été, apparemment, c'est ce qu'on sait, de l'initiative de Biden. C'est Biden qui a demandé à parler à Xi et il a accepté. Et la raison, moi, je pense qu'il faut séparer deux choses. L'une, c'est là où on doit, pour la planète, avancer avec la Chine. Et notamment, il y a un sujet qui était majeur et la Chine était prête à avancer, c'était le climat. Et il y avait Kerry qui était en train de négocier et on n'avançait pas. Et il y a une grande frustration à Washington de qu'on ne puisse pas avancer parce que les Chinois ont dit on n'avance pas si on ne se met pas d'accord sur un ensemble dans le rapport, on apaise tout. Et c'est la raison pour laquelle Biden l'appelle pour dire il faut qu'on avance sur des sujets où c'est important pour nous tous et on a des points d'accord. Et séparons le reste, parce que pour ce qui est du reste, peut-être ça va s'apaiser. Mais Biden ne va pas changer, les États-Unis ne vont pas changer, la Chine le sait. Le grand compétiteur des États-Unis, c'est la Chine. Et donc, sur la technologie, de fait, les taxes qui pèsent sur les produits chinois, pour l'instant, qui datent de Trump, ce n'est pas à l'ordre du jour qu'on les baisse. Donc, la question, c'est de faire comprendre aux Chinois, séparons les deux choses. Apparemment, le message est passé et peut-être on aura un réchauffement entre les deux. C'est très important pour nous tous. Mais c'est vrai que le plus important, c'est avancer sur le climat. Les Chinois veulent faire des choses et c'était ça la priorité, je pense, numéro 1 de Biden. Et c'est bon pour les marchés, pour tout le monde. C'est quelque chose qui va apaiser dans la problématique ou la tension qui est là pour des décennies. C'est pas pour les prochaines minutes. On ne voit pas comment les Américains vont être plus gentils sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la régulation des entreprises qui se font coter aux États-Unis. Je pense que Biden n'a pas promis, parce qu'il ne peut pas dire non, mais la SEC, c'est fini, elle ne va plus vous embêter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, ça n'a pas changé. Donc, ça, c'est l'aspect financier. Les Chinois, comme tu le disais, ont besoin des capitaux étrangers pour quand même prospérer, et donc ils essayent d'apaiser les choses. Donc pour moi, l'important, c'est rétablir un dialogue qui était cassé avec les N-1 et que peut-être il a réussi et peut-être que ça permettra de chacun s'orienter vers l'intérieur. Mais je pense que c'était déjà, en sortant de l'Afghanistan, après le bruit qu'il y a eu, l'objectif, c'est s'orienter pour Biden sur l'intérieur. Pour Xi, c'était pas changé. Lui, il a la prospérité partagée, c'est là, et ça va pas changer. Justement, comment vous comprenez cette politique de grande reprogrammation sociale qui s'intensifie aujourd'hui en Chine? Alors, on parle de communisme 2.0, on se recentre vers le peuple, le léninisme vers digital. Le léninisme digital. Le léninisme digital, vers le peuple, vers les préoccupations des consommateurs chinois, appelons-les comme ça, beaucoup plus que vers le capital, qui était quand même la grande séquence des dernières années. Est-ce que la Chine est en train de prendre un coup d'avance avec la méthode chinoise, l'autoritarisme qui fait que les choses peuvent aller très très vite? En 24 heures, on est capable de prendre des décisions qui changent le destin de tout un pan de l'activité économique, par exemple. Est-ce que de ce point de vue-là, la Chine prend un coup d'avance sur nos économies développées qui avancent à leur rythme? Est-ce que c'est un pari très risqué que prend Xi Jinping de se couper, comme vous le disiez, peut-être d'une partie des capitaux étrangers? Je ne sais pas, aujourd'hui, l'intérêt pour la Chine, tout le monde dit qu'il faut être en Chine parce que c'est un peu l'avenir, c'est-à-dire la croissance, il y a encore de l'innovation. Vous le dites toujours aujourd'hui, ça, Sébastien? Enfin, on le dit. Est-ce que vous le dites là aujourd'hui? Non, moi je le dis. En tant qu'investisseur, il faut toujours être en Chine demain. Et maintenant, la prudence à court terme sur où on va, il faut l'avoir parce qu'il n'y a pas de transparence. On a été surpris de cette nouvelle stratégie. Est-ce que les Chinois prennent de l'avance sur ce sujet qui est les inégalités? Depuis 10 ans, la valeur. Voilà, 10 ans, on se dit, on a un problème d'inégalité. Et ça revient à Jackson Hole, a beaucoup parlé de Powell et ce qu'il a dit. Il n'empêche qu'il y avait pas mal de papiers qui traitaient ce sujet. Il y a même un important qui disait, en fait, la baisse des taux, c'est lié aux inégalités. C'est-à-dire que les tensions qui surgissent dans le monde
capitaliste, dans le monde où l'économie de marché domine, c'est un vrai sujet. Et on ne sait pas le traiter. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la méthode de traiter. Est-ce qu'on peut le traiter à la chinoise ? Évidemment, on ne peut pas. Évidemment qu'on peut pas. Est-ce que les Chinois vont réussir ? Et c'est le débat. Ce que vous disiez, Grégoire. Est-ce qu'en faisant cela, on casse l'innovation ? Parce qu'on sait, dans notre expérience, en tous les cas, le capital privé permet cette innovation, de donner la liberté aux uns et aux autres de se tromper, mais de créer des synergies innovantes. Est-ce que cette méthode va bloquer la capacité d'innover en Chine ? On ne le sait pas. En tous les cas, c'est sûr que la stratégie qu'il adopte, et qui est une stratégie de domination du Parti communiste, et donc peut-être à orientation un peu léniniste dans la façon de contrôler par l'État la façon dont l'économie fonctionne, c'est à la chinoise. Est-ce que c'est bien ? On ne sait pas bien. Nous, on trouvera que c'est pas bien. Il n'empêche qu'il traite ce problème d'égalité, c'est sûr. Est-ce que la Chine prend un coup d'avance ou est-ce que c'est un pari risqué ? La Chine revient sur ce que Xi Jinping avait fait intégrer dans la constitution chinoise en octobre 2017, c'est-à-dire ces 14 principes de sa fameuse pensée. Il y a 14 principes de Xi Jinping, et le premier, le plus important, c'est, je cite, « assurer la domination du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation en Chine ». Assurer la domination du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation en Chine. À partir du moment où on rentre dans véritablement le concret là-dessus, on a véritablement, je pense, un changement de paradigme en Chine. À cette période-là, juste pour incarner ce que ça signifie, on mettait un homme du parti, un homme ou une femme du parti, dans chacune des grandes entreprises privées. Exactement. Chinoises. Qu'elles soient chinoises ou qu'elles soient étrangères implantées en Chine. Qu'elles soient étrangères. On avait et on a désormais de plus en plus de monde dans ce fameux comité de parti à l'intérieur des entreprises qui prend des décisions. Donc on parle toujours en France du dialogue social avec comment est-ce qu'on intègre les partenaires sociaux. Là, c'est beaucoup plus compliqué. On faut intégrer le Parti communiste chinois à l'intérieur. Toute la question, c'est est-ce qu'on va vers plus d'efficacité générale en prenant ce modèle qui est extraordinairement centralisé et que le philosophe d'origine autrichienne Karl Popper appelait les constructivistes, c'est-à-dire ceux qui, contrairement, et c'est dans un livre qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », qui est, je pense, son principal livre, et qui disait il y a la société libérale, la société ouverte, celle qui repose sur les initiatives individuelles et privées, et qui, à la fin, arrive à quelque chose d'optimal. Et puis, il y a ce qu'ils appelaient les constructivistes, c'est-à-dire ceux qui, en fait, de haut, décident de l'organisation de la société, construisent une espèce de maquette, et mettre en place de force cette maquette dans la société en disant « moi, j'ai la solution ». Il dit ça ne peut pas marcher. Et on a aujourd'hui, moi, ce que j'appelle véritablement une guerre des modèles. Est-ce que ce modèle de capitalisme autoritaire va être plus efficace pour atteindre les finalement mêmes objectifs que le modèle de capitalisme libéral ? J'espère qu'il le sera moins. Et j'espère que ça ne marchera pas. Mais effectivement, on ne sait pas aujourd'hui. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même un impact sur le financement de l'innovation. On le voit aujourd'hui en Chine, le financement des startups, le financement du capital investissement baisse d'une façon assez significative. Quand on se penche sur les créances douteuses en Chine, on a 1,5% dans le système bancaire. Dans le système bancaire occidental, on a en moyenne entre 4 et 5%. Est-ce que c'est crédible ? Évidemment non. Et en fait, quand vous regardez le détail, vous vous rendez compte que la plupart des banques sont sous domination des autorités régionales. Or, les autorités régionales, quand elles n'ont pas le bon nombre de créances douteuses, il y a de bonnes chances qu'elles finissent dans des camps. Donc évidemment, ça motive pour surtout avoir un bon chiffre. Mais on a véritablement des fragilités là-dessus. Donc je pense que la Chine est beaucoup plus fragile que ce qu'on pense. Moi, je suis à court terme beaucoup plus prudent globalement sur le marché chinois, en tout cas sur les entreprises chinoises, pas tellement sur la capacité de la Chine à consommer, ça je reste toujours, et à investir. Par contre, les entreprises chinoises, là, je reste extrêmement prudent. Il y a probablement tactiquement des opportunités, parce qu'effectivement, là, ça commence à devenir pas cher. Mais investir dans le long terme aujourd'hui sur la Chine, je trouve qu'on n'a vraiment aucune visibilité sur l'évolution du pays. Et quand on sait que Xi Jinping va être probablement renouvelé l'année prochaine, ça va probablement pas s'arranger.
un des grands arguments, parce que ça nous amène à dire un mot quand même de la régulation des GAFAM, hein, quand on voit effectivement les BATX chinois qui sont aujourd'hui en baisse de 50%, pour dire les choses simplement. Alibaba a baissé de 50% en moins d'un an. C'est le fleuron, le flagship de la technologie chinoise, de ces plateformes chinoises concurrentes des GAFAM. Un des grands arguments pour ceux qui disaient de toute façon la régulation des GAFAM est impossible, c'était justement de dire il y a cette concurrence chinoise et donc on ne peut pas affaiblir nos GAFAM plus que nécessaire face à cette concurrence technologique chinoise. Maintenant que les BATX chinoises sont à terre ou en tout cas fragilisées pour un certain temps, est-ce que ça peut donner des idées quand même à Washington, qui visiblement a quand même des plans dans les cartons pour traiter certains sujets de régulation un peu plus durement que ce qui a été fait aujourd'hui sur ces grands groupes américains? Je pense que ça peut avoir les deux effets. Ça peut avoir, d'une part, ça peut avoir effectivement un effet de libération d'un certain nombre de pulsions destructrices à l'égard des GAFA, en disant on va enfin les mettre à terre, ça commence à bien faire. Ou inversement, ça peut également avoir l'effet totalement inverse. En disant, ne faisons pas l'erreur de la Chine. En disant on n'est pas comme ces barbares de Chinois qui ne veulent absolument pas que l'initiative privée... Donc je pense qu'il va y avoir un équilibre de trouver. Je pense que ça va mettre en tout cas, ça va beaucoup perturber... Je pense que ça va beaucoup perturber les régulateurs potentiels américains et occidentaux, plutôt que justement de les décomplexer totalement. Je pense qu'ils vont devoir se dire, mais par rapport à cet exemple-là et à ces valeurs qui ne sont pas du tout les nôtres, comment est-ce qu'on rentre notre volonté de réguler dans un cadre de droit ? Et c'est ça qui est compliqué. Et on l'a partout d'ailleurs, ce débat-là. On doit réguler, parce qu'on sait très bien que le capitalisme dérégulé, ça donne des choses qui ne sont pas belles du tout et pas du tout compatibles avec l'ordre qu'on veut voir arriver. Et inversement, si on n'est pas dans le cadre d'un état de droit avec le respect de la liberté individuelle, de la liberté d'entreprendre, de la propriété privée, on a véritablement un sujet. Comment est-ce qu'on concilie tout ça ? Le rôle des démocraties occidentales, c'est de trouver ces points d'équilibre. La Chine, elle s'en fiche. Elle dit, moi, j'ai un objectif, whatever it takes, en l'occurrence, j'y vais. Quel que soit le coût économique et financier à court terme. Exactement. Je ne crois pas du tout. Sébastien. Non, je ne crois pas. Je crois que ça, c'est une vision un peu manichéenne des choses. C'est-à-dire les Chinois, ils sont arrivés là où ils sont. Et les choix, ce n'est pas les choix de notre société, n'empêche qu'ils sont là. Ce qui se passe maintenant est un vrai changement de paradigme. Et donc, c'est vrai que, de fait, du point de vue tactique, tous les investisseurs qui sont là avec des titres qui ont soutenu des entreprises, beaucoup sont partis, d'où la baisse énorme. En tous les cas, quand on regarde les ADR côté aux États-Unis, on voit bien, et c'est pour ça que le régulateur est intervenu. Mais je reviens sur le financement du capitalisme ou la partie capitalistique chinoise. Je pense que les banques, c'est les mêmes banques. Elles ne vont pas changer demain. Il n'y a pas de banque qui ne soit pas contrôlée par le gouvernement aujourd'hui. Le rôle des gouvernements régionaux ne va pas changer demain. Mais ils avaient créé quelques géants très innovants, que ce soit dans les télécoms, qui ont été affaiblis, cette fois-ci non pas par les Chinois, mais par les Américains. Sortis du marché même, quand on s'appelle Huawei. Hein. Exactement, exactement. Là, plus de téléphone mobile Huawei, c'est fini. Exactement. Et donc, là, ce qui se passe, c'est vrai que c'est un changement. Comment une entreprise peut continuer à innover alors qu'elle n'arrive plus à faire des profits parce que on contrôle, on lui demande dans tous les cas de changer sa façon, sa structure capitalistique et sa façon d'opérer sur le marché. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on puisse dire qu'on va enterrer la Chine. C'est-à-dire que Xi est en train d'enterrer la capacité d'innovation de la Chine avec ces mesures. Je pense qu'on ne le sait pas. Et je pense que si dans cette société, tout à coup, c'est l'objectif, on arrive à moins de 5% de croissance, il y a un effet démographique simple. On sait que la population chinoise est en train de baisser, est déjà en train de baisser et ça va s'accélérer. Donc un effet trivial là-dessus. Mais c'est quand même une société qui a besoin d'innover, qui a besoin de continuer à faire des gains de productivité. Si ça s'arrête, on voit bien que ce sera un problème politique, social, et il le sait. On ne peut pas arrêter la croissance, il sait qu'il a besoin. Et de fait, ce qui est écrit, moi ce que je dis en tous les cas des Chinois, ils veulent continuer à innover, ils veulent être indépendants sur les semi-conducteurs et mettre de l'argent. Donc du point de vue occidental et américain, vous dites, c'est pas forcément une fenêtre de tir aussi évidente pour s'attaquer à... Si, non, mais je pense qu'en revanche, Grégoire, je pense que le sujet est là depuis longtemps. Et c'est vrai que ça s'est accéléré récemment. On voit bien que
les Américains n'arrivent pas, personne n'arrive à traiter le problème de ces monopoles. Les Chinois le traitent d'une façon que nous choque et on ne sait pas si c'est efficace et si ça va entamer l'innovation. Mais quand on regarde la situation monopolistique, et j'utilise ce mot parce qu'on ne sait pas bien le traiter, les plateformes, c'est-à-dire la façon dont elles captent une manne ou une rente, et on ne sait pas le traiter. Comment ça se fait qu'Apple peut facturer 30% du revenu les gens qui mettent le fruit de leur travail sur leur plateforme? On voit bien qu'il y a un sujet qu'on ne sait pas traiter, parce que jusqu'à maintenant, notre système d'analyse de la concurrence, c'est via le consommateur. On a déjà discuté de ça ici, via le consommateur. Et tant que le consommateur est gagnant, on ne fait rien. On voit bien que ces systèmes, cette façon de penser dans nos modèles micro, il y a un problème. Il y a un problème pour traiter ces énormes plateformes. Nous, on n'en a pas, donc évidemment, le problème se pose moins, sauf que ces gens-là, ils ne payent pas d'impôts. Donc, c'est ça notre sujet. Mais du point de vue de la domination qu'ils exercent sur un certain nombre de segments du marché, c'est un sujet. Comment le traiter? Les Américains, ils essayent. Il y a un procès contre Facebook. Et le dernier juge qui a regardé le dossier a demandé au ministère des Finances américain: votre truc, ça ne tient pas la route. Et il va falloir revoir ça. Trouver un autre angle d'attaque. C'est le département de la justice même qui s'attaque à ça. On lui dit, c'est pas ça, parce que c'est compliqué de reconsidérer comment... Donc vous ne voyez pas une accélération du calendrier de régulation? Je pense que ça va... Ça va venir. On voit bien qu'on ne peut pas aller continuer. Ça devient une telle arlésienne qu'à un moment, j'ai l'impression que moi, sur le marché, il y a presque des gens qui ne croient plus d'une certaine manière. Bien sûr. En tout cas, c'est pas trop dans les cours. Non, voilà, c'est ça. Quand on regarde la valorisation, les cours de bourse des GAFAM, on se dit que... Il y a eu un petit moment, et puis après... Et c'est les trucs défensifs. Quand ça va, tout va mal, les taux baissent, qu'est-ce qu'on achète? Les GAFAM. Quelques points à clarifier quand même. Alors, ça nous ramène 24 heures en arrière sur la réunion de la Banque Centrale Européenne. On va dire quelques mots de la zone euro et puis un peu de politique aussi qui se profile à l'horizon avec les élections en Allemagne. Mais juste une question quand même pour clarifier le point à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs hier. Donc, au regard des perspectives macro et des conditions financières, la Banque Centrale Européenne a décidé à l'unanimité de recalibrer son programme d'achat d'actifs d'urgence pandémique. Je ne le réduis pas, le recalibre. Les experts nous disent qu'on était sur 80 milliards d'euros d'achat en moyenne globalement sur le troisième trimestre, avec un mois d'août qui était peut-être un peu plus faible parce que moins de liquidités sur les marchés. On sera, quand on écoute et qu'on fait l'exégèse du discours, voilà, 60-70 milliards. Est-ce qu'à 60-70 milliards d'achats par mois au quatrième trimestre, est-ce que la BCE sera moins accommodante qu'elle ne l'était au troisième trimestre? Mécaniquement, oui. Et c'est là où elle a été extraordinairement habile. C'est-à-dire, quand elle retourne la citation de Margaret Thatcher en disant « The lady isn't tapering », qui était la citation d'origine étant de Lady Isn't Turning, de Margaret Thatcher, disant assez... droit dans mes bottes. En disant je ne change pas de politique. Donc là, c'est pareil. En gros, je ne change pas de politique. En fait, effectivement, il y aura moins de liquidités nettes sur le marché. Oui, évident. Mais si les perspectives se sont améliorées, si les conditions financières sont plus... S'il y a moins de besoin de... Non, mais exactement. S'il y a moins de besoin de liquidité... Non, tout à fait. Donc il y en aura moins sur le marché parce qu'il y en a évidemment moins besoin. Donc c'est là où en fait elle adapte le niveau de liquidité au niveau macroéconomique d'aujourd'hui. Je pense en étant extrêmement prudent. Je pense que ce qui est quand même très très présent chez toutes les banques centrales, mais en particulier la Banque Centrale Européenne, c'est surtout ne pas commettre l'erreur de 2011, surtout ne pas remonter. Je rappelle que la BCE avait quand même remonté 2 fois les taux, 2 fois de suite. Avant de revenir en arrière, ce qui est le pire pour une banque centrale, c'est-à-dire de changer, d'être accommodant, de redevenir plus restrictif et de redevenir accommodant 6 mois après. C'est pour sa crédibilité, c'est absolument horrible. Donc, elle prend énormément de précautions, elle prend en compte quand même le fait que la situation est en train de s'améliorer, les conditions financières en Europe sont quand même extraordinairement favorables. Alors, aux États-Unis, ça n'a jamais été aussi favorable, c'est clair, les conditions de financement sont extraordinairement favorables. En Europe, quand vous regardez les taux réels, vous êtes sur des taux qui sont historiquement, sur des couches géologiques. Donc voilà, on est même plus au tapis, on a creusé. Donc ça reste très favorable. Et le sujet, c'est que on est quand même
sur une inflation harmonisée au niveau européen de 3%. Alors, comme par hasard, c'est exactement le niveau qu'on avait en mai 2011. 3%, c'est exactement ce niveau-là. D'où la prudence, je pense. L'inflation cœur est à 1,6. Voilà. Mais l'inflation, effectivement, on va dire headline normalisée, 3%, l'inflation cœur. Et quand on regarde les anticipations de l'inflation, on n'est pas non plus sur des remontées au-delà de 2% fortes. Donc, il n'y a pas de raison d'être restrictif. Et moi, je pense que les taux vont rester très, très bas pour très longtemps. On va avoir un niveau d'accommodation permanent sur le marché. Plus bas évidemment, mais on va recalibrer les achats d'actifs, le programme d'achat d'actifs, on va lui donner un peu plus de flexibilité, je pense que ça va être 30-40 milliards. Et on va avoir régulièrement sur le marché parce que on a ces espèces de forces déflationnistes qui restent très fortes en Europe, un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Et ça, la BCE veut faire quand même très attention. Donc surtout pas d'erreur et surtout ne pas se mettre dans un schéma où elles doivent revenir en arrière brutalement. Donc, elle prendra tout le temps nécessaire. On n'est pas encore sorti du bois. Ah non, pas du tout. Non, mais je cite toujours Christine Lagarde, voilà, c'est exactement. qui se permet ce genre de... Christine Lagarde, d'ailleurs, a une communication... Au moins, c'est très clair. Oui, voilà, au moins, c'est très clair. Parfois extrêmement chatoyante et beaucoup plus attractive que certaines de ses prédécesseurs. Je sais pas. Sébastien. Elle a le génie de la formule. Et de fait, à tous ses discours, et quand elle était au FMI, c'est pareil. Et là, le sens de la formule. Parce qu'elle n'est pas à l'aise quand elle se met à expliquer la situation économique et où on va et le pourquoi et le comment, c'est-à-dire cette cohérence qu'aurait la politique monétaire ou l'adéquation de la politique monétaire avec la réalité économique et surtout celle qui vient. On empêche qu'il a le sens de la formule. Et ce qui est pour nous tous, donc il faut créer un nouveau dictionnaire dans Google, c'est Madame Lagarde et nous tous, parce que tout le monde dirait, c'est une sorte de tapering, de réduction des actifs, et qui est de toute façon obligatoire, vu qu'en mars, le PEPP va disparaître, et donc de toute façon, cet outil disparaît. Donc la question que le marché doit se poser, c'est OK, il y avait des gens qui étaient convaincus que les hawks ou les orthodoxes allaient gagner, qu'on allait arrêter le supplément. Et c'était sûr que ça n'allait pas arriver. Madame Lagarde, au moins, elle veut qu'on reste accommodant, elle veut continuer à soutenir l'activité. Donc, ça s'est passé comme fait Madame Lagarde, elle fait de la politique, elle dit je donne un petit truc à celui-ci et les autres ils font un petit geste et ils ont fait le petit geste et de fait apparemment c'est ce qu'elle nous a dit, la décision a été unanime. Oui. Ça c'est le court terme. Donc sur le vent de marché ou la petite volatilité de marché, pourquoi les taux ont baissé? Parce que les gens s'étaient placés dans le mauvais sens. Ça sera peut-être un peu plus dur. Ça sera plus dur. Alors pas du tout. Mais il n'empêche que pour nous c'est ce qu'on appellerait le tapering, la réduction des achats. C'est peut-être juste un point sémantique, mais de ce que je comprends du tapering et des expériences précédentes qu'on a notamment avec la Réserve fédérale américaine, pour moi, tapering, ça veut dire qu'on réduit un petit peu chaque mois ou à chaque séquence les achats jusqu'à extinction totale des achats d'actifs nets. Exactement. Mais il n'empêche que c'est quand même... Est-ce qu'on va avoir une extinction des achats d'actifs nets en zone euro dans les prochains trimestres? Non, le tapering, c'est effectivement le fait qu'on se dirige a priori vers la sortie. Mais le tapering, c'est simplement le fait qu'on réduit ce qu'on faisait avant. Okay. Et le endgame, qu'on dirait la fin... Le PEPP va s'arrêter. Voilà. Et de toute façon, ça s'arrête. Oui, mais l'autre programme prend la relève. Enfin, tout le monde le sait. C'est même dit de manière quasiment explicite. Mais c'est ça qui est important, Grégoire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en mars? Je me fiche du programme, moi. C'est les achats d'actifs qui m'intéressent. Non, mais qu'est-ce qui se passe en 2022, en mars 2022 Voilà, en avril 2022. 1er avril 2022. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas s'arrêter. Nous, on ne peut pas s'arrêter parce qu'on a commis un crime, on a failli se tuer tout seul avec une politique qui n'était pas seulement la pire qu'on pouvait imaginer, c'est de l'orthodoxie, et surtout une incompréhension de ce qui se passait, du choc déflationniste qu'on avait, qui s'est approfondi avec notre raisonnement du côté maintenant des pouvoirs publics, avec toutes nos politiques d'austérité imposées à l'Europe du Sud. Donc, on s'est infligé un coût déflationniste énorme. Et on se retrouve là où on est. Donc, nous, on est obligés, on le paye toujours. Et donc, en avril 2022, le APP, il va être gonflé de combien? Doublé, on est à 20 milliards, on va peut-être à 40, peut-être 50.
Aujourd'hui, on va passer peut-être à 70 par mois, on va passer à 50, disons, avec l'APP, et on doit continuer parce que la BCE... Donc en avril 2022, on achètera à peu près le même montant que ce qu'on aura acheté en mars 2022, quelle que soit l'enveloppe ou le programme. C'est bien probable. Bon, mais voilà. le plus important pour nous tous, hein, et pour l'instant on n'en sort pas, c'est que le paradigme aujourd'hui, c'est qu'on va revenir en 2022 ou 2023 à là où on était avant. C'est-à-dire que l'inflation, de toute façon, elle va s'effondrer. Et il y a beaucoup de choses, me semble-t-il, qui ont changé. Et c'est ça la vraie question, mais personne n'arrive à y répondre aujourd'hui. Ah ouais. L'inflation 2023, fin de l'horizon de prévision de la BCE, est à 1,5. Ouais. Voilà. On aura en décembre l'horizon 2024, qui sera l'horizon de prévision de la BCE. Et l'objectif est bien avant la fin de l'horizon de prévision. Voilà. C'est la nouvelle promesse. Et on remonte les taux quand on a été au-dessus de 2 pendant un certain temps. Autant dire que c'est quand même pas... voilà. Pas demain. Pas demain. À côté de la politique monétaire, il y a la politique budgétaire. Alors évidemment, qui n'a pas été le sujet, ou en tout cas qui a été un soutien majeur et une des grandes nouveautés dans la gestion de cette crise. C'est-à-dire qu'on a eu les deux piliers, les deux leviers actionnés à fond dans la gestion de cette crise. Est-ce que 2022 sera l'année de la course à la réduction des déficits pour nos économies européennes, et j'inclus également les États-Unis, dans l'idée qu'il y aura toujours des déficits l'an prochain, certes, mais qu'on va avoir quand même une contraction assez importante entre les déficits 2021 et ce qu'on prévoit pour 2022. Je pense que c'est une question majeure pour les marchés. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Sébastien, au-delà de l'erreur de politique monétaire qui a été faite en 2011, tout le monde, j'espère, a quand même en tête l'erreur de politique budgétaire qui a été faite également, c'est-à-dire de resserrer les vannes budgétaires beaucoup trop rapidement et de revenir sur une orthodoxie totalement délétère et totalement destructrice, en particulier pour la zone euro, qui a juste conduit un pays comme la Grèce au bord de l'effondrement, voire à s'effondrer totalement. Quand on regarde les conséquences sociales, ça a été absolument terrible. Donc je pense qu'il y aura une certaine prudence sur le sujet. Après, tout dépend évidemment des équilibres politiques. C'est-à-dire qu'on voit dès aujourd'hui que certains nous disent il va falloir être temps en Europe, en particulier, aux États-Unis jamais. Hein. Là, je pense qu'on n'est pas près du tout de le voir, hein, la réduction aux États-Unis. Mais en Europe, on commence à avoir un certain nombre de voix qui commencent à s'élever sur il va falloir commencer à faire attention. 8 pays aujourd'hui qui sont des pays frugaux élargis, hein, Nord, Est, qui viennent de signer une lettre. Là, les ministres des Finances se réunissent en cette fin de semaine pour demander une politique active de réduction des déficits et des niveaux d'endettement après la crise. Ma conviction, c'est que rien ne se fera déjà avant la constitution d'une coalition en Allemagne. Donc, je suis bien prudent, ce n'est pas les élections allemandes, c'est l'arrivée d'une coalition. Ça peut prendre plusieurs mois pour arriver à cette coalition en Allemagne, après le mois de septembre. Et la place des libéraux à l'intérieur de cette coalition. Si on n'a pas de libéraux, ou très faiblement, ou qu'ils ont une influence extrêmement faible au sein de la coalition, il est peu probable que l'Allemagne rejoigne le véritable camp des frugaux. Ça restera une espèce de barycentre un peu ordo-libéral au sein de l'Europe. Évidemment pas lâcher les cordons de la bourse, allez-y, faites-vous plaisir, mais on comprend, il faut être prudent avec les restrictions budgétaires. Et il est important d'avoir les pays du Sud avec nous, en particulier depuis qu'on a Mario Draghi à la tête de l'Italie. On ne peut plus dire voilà, c'est les Italiens. Mais je rappelle que le président du FPD a récemment fait une allocution qui moi, m'a fait tomber de ma chaise, qui heureusement n'était pas très haute, mais disant, donc les dégâts ont été peu importants, mais disant, vous rendez-vous compte, publiquement, disant, mais vous rendez-vous compte, l'année prochaine, même l'Italie fera mieux que nous, en termes de croissance. Donc, c'est quand même un signal, je pense, assez fort de solidarité européenne. Donc il faudrait véritablement être très attentif à ça. Je suis convaincu qu'avant Je ne sais pas s'il le sait, le président du FPD, mais la Grèce fait déjà mieux que l'Allemagne. Voilà, en termes de croissance, la Grèce est le seul pays européen qui est déjà revenu sur ses niveaux de PIB d'avant-crise. Mais là, il n'y pense même pas. Voilà. Mais exactement. Mais impressionnant. Mais véritablement, le sujet, ça va être effectivement la position allemande, mais les élections françaises arrivant quand même très vite, je pense, et avec en plus la présidence française de l'Union européenne, je pense que rien véritablement ne commencera à être décidé d'un point de vue de restriction budgétaire avant le deuxième semestre 2022. Avant, ça me paraît un peu court, mais on va commencer à avoir une petite musique venue du nord de l'Europe. Où est-ce que vous mettez le curseur, Sébastien ? Et je me souviens, avant l'été, d'une déclaration de Luis de Guindos, donc espagnol, vice-président de la Banque Centrale Européenne, qui
sait ce que c'est qu'une mauvaise gestion des finances publiques, qui sait ce que c'est que la rigueur appliquée à un pays, en tant que vice-président de la BCE, qui déclarait oui, il faudra revenir à une gestion rigoureuse des finances publiques. Les marchés le demanderont. Et là, je me suis dit, attends, est-ce qu'on a tout compris ou pas? Non, les marchés peuvent le demander. Aujourd'hui, ils ne le demandent pas, de toute façon. Et s'il y a une mesure pour dire, voilà, le stress qu'il peut y avoir au niveau des finances publiques, c'est les taux d'intérêt. Il suffit de regarder les taux d'intérêt. Il n'empêche que, du point de vue d'une démarche citoyenne et de se projeter vers l'avenir, nous, on a plein de choses qu'on doit faire sur le changement climatique, etc. L'ardoise, si on regarde les tout doux, les dépenses, ouais, bien sûr. L'argent, il n'est pas là vu nos niveaux de dette. Mais les taux restent très bas. C'est pour ça que le policy mix, c'est ça qui est important, a été crucial et restera crucial dans ce qu'on veut faire et comment on se projette. Maintenant, quand on regarde le court terme, 2022, on est déjà sur le tapis roulant de l'ajustement budgétaire. C'est-à-dire, il avance tout seul. Et pourquoi? Parce que, heureusement, on n'a pas besoin de faire autant de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, rien que par la croissance, on aura des ressources, les déficits sont plus faibles. Et donc, l'effet ou la contribution du secteur public en tant que celui qui impulse la croissance sera plus faible. Il n'empêche qu'il y a un moment donné, il va falloir faire plus. Parce que la croissance va commencer à décélérer. Et vu nos niveaux de déficit et vu nos niveaux de dette, il faut quand même se faire mal. Quand ce débat va avoir lieu, ce débat a besoin qu'on soit clair sur quelles vont être les normes ou les nouveaux critères qu'on va appliquer dans notre pacte qui nous réunit tous, de comment on gère, comment chacun s'ajuste, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses. Le CAE a travaillé beaucoup côté français, mais les Allemands ont contribué avec un regard plus orthodoxe. Donc, on a quand même beaucoup avancé. On est devenu, je ne sais pas si plus intelligent, mais on voit bien qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Et donc, l'austérité telle qu'on l'a vécue avant, elle ne sera pas là. Est-ce que l'Europe est rentrée vraiment dans un paradigme complètement différent et c'est plus la peine de s'ajuster? Et nous, comme les Américains, nous sommes les seuls au monde qui pouvons dépenser sans que rien ne se passe, ce que ne peuvent pas faire les émergents, personne d'autre. On est les seuls sur Terre à pouvoir faire ça. On voit bien qu'il y a une limite. Et on voit bien les bulles et autres problèmes qu'on peut avoir. Et donc, il y a une limite. Mais ça viendra... Peut-être en 2023, ça dépendra beaucoup des élections allemandes. Je pense que coalition avec les Verts, les SPD, on peut s'attendre peut-être quelque chose de plus sympathique. Mais ça, la restriction budgétaire du point de vue macro, elle arrive automatiquement l'année prochaine aux États-Unis comme chez nous. Donc ça arrive. Maintenant, de se mettre à parler austérité, je pense que ça sera mal vécu par tous et que ça serait une erreur vu où on est. Parce que si bien la Grèce est à son niveau de PIB avant la crise, ils n'ont pas ils n'ont pas subi la même crise Covid que les autres. Il n'empêche que les autres, c'est pas le cas. On est encore, même dans les projections de la BCE, on est même en fin 2022, on n'y est pas. Fin 2023, fin 2022. 22, on n'est pas encore au même niveau, on n'a pas rattrapé notre niveau. Donc 2023, si, j'espère qu'on ne sera pas loin à la fin 2022. Sachant que pour moi, le vrai objectif, c'est de revenir quand même sur la tendance. Ah oui, et là on y est. Bah oui, mais bon, on se focalise beaucoup sur le quatrième trimestre 2019, qui est le niveau de PIB d'avant-crise. Il ne faut pas que ce soit un point d'arrivée final. Absolument, on est totalement d'accord. Mais la question que vous posiez sur quelle est la relation entre les taux d'intérêt et les déséquilibres budgétaires ou le niveau de dette, la réponse qu'on peut donner aujourd'hui, c'est qu'elle est nulle. Aujourd'hui, elle est nulle pour nous comme pour les Américains. Aujourd'hui, les taux sont dictés par la Banque centrale et la façon dont les marchés qui baignent en liquidité font leurs allocations d'actifs. Un jour, peut-être, on va sortir de ça. Les Japonais ne sont toujours pas sortis de ça. Alors, nous, on a plus d'inflation. On n'est peut-être pas dans ce qui a été une déflation très forte, mal gérée aussi par les Japonais. Mais ce n'est pas un problème pour l'instant. Pour conclure, et ça nous permet de jeter un œil sur la semaine qui arrive, il y a effectivement, Alix le signalait, le discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen, mercredi prochain. Oui.
qu'est-ce qu'on attend de cette partie très politique là, au plus haut niveau de l'Union européenne? Je pense que ça va être la réponse d'une certaine façon budgétaire ou politique au discours de Christine Lagarde, puisque Christine Lagarde, dans sa conférence de presse, a clairement insisté sur le fait qu'il fallait que la politique budgétaire soutienne les efforts de la Banque Centrale Européenne. Donc là aussi, on va attendre quelques éléments. Alors effectivement, comme on le dit avec Sébastien, ça ne va pas être tout de suite. On ne va pas tout de suite dire on va donner des normes. Voilà. Mais commencer à avoir quelques éléments. Est-ce qu'on est très très loin encore de tout ça? Quelle est la priorité? Quelle est la priorité en termes de politique, d'intégration? On voit qu'on commence à avoir une espèce de guerre de sécession entre le Nord et le Sud là-dessus. Comment est-ce que Ursula von der Leyen va se positionner? On voit que par exemple les Néerlandais ont refusé le plan européen. Ils disent non, nous on n'en veut pas, on veut pas accélérer, on n'en a pas besoin. Donc tout va bien. C'est quand même très fort. Enfin, c'est comme geste politique, le geste est quand même assez significatif de rejeter un geste de solidarité, y compris si on peut soi-même en bénéficier. Donc comment est-ce qu'elle va harmoniser tout ça? C'est un gros travail et on l'attend de ce point de vue-là, je pense, assez nettement dans ce discours sur l'état de l'Union. Bon, ce sera mercredi prochain, des points d'orgue de la semaine. Sébastien, rapidement pour conclure. Pour moi, elle peut dire et se vanter d'un vrai succès. Je pense que maintenant, tous les plans de relance ont été adoptés, la relance européenne. On a déjà commencé à décaisser. Et ça, c'est très important. Et ça, l'argent, c'est très important. Exactement. Pour défendre nos projets européens et la réussite du Brexit. C'est-à-dire la réussite. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini. On n'en parle plus. On a plein de problèmes avec le UK. Et donc, c'est d'abord la réussite. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous, on construise l'avenir. On a des réussites et on avance. Et c'est une bonne chose. Merci beaucoup. On émet de la dette commune, Grégoire. On émet de la dette commune. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché en cette fin de semaine pour conclure donc la semaine sur les marchés. Sébastien Paris-Sorvitz, stratégiste de la Banque Postale Asset Management, et Wilfried Galland, directeur stratégie de Montpensier Finance, étaient avec nous en plateau.